Bonjour, pour le projet de responsabilité sociale, nous avons choisi d'interviewer le Mouvement Desjardins. Pour vous mettre dans le contexte, la première caisse Desjardins a été ouverte le 6 décembre 1900 par Alphonse Desjardins. Son objectif était de donner les moyens aux classes laborieuses de se prendre en main et de gérer elles-mêmes leur propre capital sans l'ingérence de l'État. 113 ans plus tard, la première caisse Desjardins est devenue le Mouvement Desjardins dirigé par Monique Leroux avec plus de 5 millions de membres, 196 milliards de dollars d'actifs et 397 caisses au Québec et en Ontario. Nous avons décidé de nous concentrer sur le développement international Desjardins, communément appelé DID. Les activités internationales du mouvement Desjardins ont débuté vers les années 1960 lorsque Desjardins crée des liens à l'international et reçoit surtout des stagiaires venant d'Afrique. Aujourd'hui, DID est le plus gros acteur canadien dans leur secteur et fait partie du top 5 à l'international. Bonjour Mme Yebouri, merci de nous accorder l'entrevue. On a certaines questions par rapport au développement international de Desjardins. Ma première question, c'est quelle est votre responsabilité au sein du mouvement Desjardins? Moi, je suis présidente directrice générale de développement international Desjardins, qui est une sans but lucratif, partie prenante du groupe Desjardins, puis qui travaille dans l'aide internationale depuis 40 ans. Parfait. Qu'est-ce qui a incité le Desjardins à créer une branche dans le développement international? Bon, c'est important de préciser que c'est dans l'aide internationale. Et donc, dans les années 60, il y avait déjà des délégations qui venaient à l'Institut coopératif Desjardins pour rencontrer les experts du mouvement pour en savoir plus sur le potentiel de développement que représente la coopérative. Donc, comment les approches coopératives pouvaient supporter le développement. Donc, le mouvement a reçu plusieurs délégations et à un moment donné, il y a des gens qui ont eu l'idée de dire on pourrait peut-être se structurer davantage pour mettre en place une organisation qui va pouvoir faire des prestations un petit peu plus organisées autour des demandes d'aide des pays en développement. Et à la même époque, l'Agence canadienne de développement international était mise en place. Donc, ça a coïncidé avec la mise en place de l'aide internationale au niveau du Canada. Quels sont les bénéfices financiers marketing que le mouvement Desjardins gagne auprès de l'aide internationale qu'elle offre? Sur le plan commercial, rien du tout. OK. C'est encore fait dans une perspective philanthropique. Ça pourrait évoluer parce qu'on travaille dans des systèmes financiers, puis les pays en développement nous interpellent beaucoup maintenant pour faire des investissements. Donc, ça va probablement évoluer, ça. Okay? Les pays en développement veulent de moins en moins d'aide, ils veulent de plus en plus d'investissements. Dans le secteur financier, ça prend des ressources privées, ça prend des ressources publiques pour supporter le développement. Donc, on est en position pour conjuguer les deux. Mais actuellement, on est encore vraiment juste dans une perspective philanthropique. Par contre, il y a un bénéfice que le mouvement ne recherche pas, mais qu'il obtient au travers de ça, c'est la notoriété. Le mouvement Desjardins a beaucoup de notoriété sur la scène internationale et c'est en grande partie à cause de l'activité de développement international Desjardins. Et il y a quelques années, ça ne valait pas grand-chose, mais maintenant, c'est très valorisé, la notoriété sur le plan international. On n'est pas les seuls acteurs internationaux dans Desjardins, mais et c'est une belle notoriété. C'est une notoriété de partage, d'expertise, de solidarité, de coopération. Donc, c'est un avantage, un effet secondaire, je dirais, qui apporte un bénéfice intéressant, intangible. Quelle est, selon vous, la plus grande réussite du mouvement Desjardins au niveau du développement international? Les plus grandes réussites, c'est certainement là où on a pu supporter la mise en place d'institutions financières, principalement des coopératives d'épargne et de crédit, là où il y avait vraiment zéro service financier. Vous avez un exemple? Oui. Le premier pays où on a travaillé, ça a été le Burkina Faso. Okay. Donc, aujourd'hui, le Burkina, c'est un réseau de coopératives d'épargne et de crédit qui sert plus d'1 million de personnes, 250 millions d'actifs, qui s'autofinance, qui appartient au Burkinabé, qui est géré par des Burkinabés et qui est un peu à l'image du mouvement Desjardins, de moins grande envergure, évidemment, mais qui s'appelle le Réseau des caisses populaires du Burkina Faso. Puis, on a fait la même chose dans plusieurs autres pays. En Lituanie, la seule institution financière qui est à propriété locale, c'est le réseau des caisses lituaniennes. Au Vietnam, on a supporté le développement des People's Fund. Donc, c'est vraiment au bilan, c'est quand on a pu créer
disponibiliser des services au travers d'institutions financières, là où vraiment il y avait rien du tout. Est-ce que vous êtes encore au Burkina Faso ou ils n'ont plus besoin de votre aide? Ah, ça, c'est intéressant parce que, en fait, un des défis qu'on a, c'est de rester pertinent. Donc, en 70, on supportait les Burkinabés à mettre en place des caisses populaires d'épargne et crédit. À un moment donné, on les a aidés à mettre en place un deuxième niveau, une union nationale. Ensuite, on les a aidés à... Maintenant, ils font ça seuls. S'ils veulent ouvrir une caisse, ils font ça. S'ils veulent créer une autre région, ils le font. On les a aidés à informatiser les opérations. Maintenant, ils informatisent seuls leur caisse. On les a aidés récemment. Là, on termine des projets où on les a aidés à mettre en place des centres financiers aux entreprises. Bien, maintenant, ils sont capables d'opérer leurs centres financiers aux entreprises. Là, ils veulent se donner une compagnie d'assurance, ils veulent se donner une caisse centrale. Donc, nos appuis évoluent avec leurs besoins. OK. Ah. C'est intéressant. Dans les actions que vous faites, la plupart du temps, c'est quoi les parties prenantes? Est-ce que le gouvernement a un droit de pouvoir? Est-ce que les médias vont être là? La coopérative dans le pays? C'est qui les plus grands parties prenantes dans ce que vous faites? C'est toujours une relation tripartite, ou très souvent une relation tripartite du gouvernement. Par exemple, si le bailleur de fonds, c'est l'agence canadienne, le gouvernement fédéral maintenant, il y a un bailleur de fonds, il y a un récipiendaire des fonds ou de l'aide. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est le réseau, par exemple, des caisses populaires haïtiennes, et nous, on est le prestataire de services. Donc, on rend nos services à un organisme local, financé par le gouvernement canadien, par exemple, qui, lui, a une entente avec le gouvernement haïtien. Parce que tout ça doit se faire avec l'aval du pays. Il faut que les dirigeants des pays dans lesquels on intervient soient d'accord avec le projet, le trouvent intéressant, et même dans certains cas, certains ministères vont être partie prenante de la livraison. En Haïti, par exemple, on travaille avec la Banque centrale, on travaille avec le ministère de l'Agriculture sur un autre projet. Donc, il faut que les gouvernements soient partie prenante. S'ils ne sont pas partie prenante à la livraison, souvent, ils vont être partie prenante d'un comité de pilotage qui va regarder un peu l'évolution du projet. Quelle relation est adoptée par le mouvement Desjardins entre les pays aidés? Est-ce que c'est partenarial ou paternaliste? Ah oui, ça, c'est une belle question. Écoute, l'aide au développement évolue. Okay. Et il y a 30 ans de ça, c'était probablement paternaliste. Okay. Hein? L'aide, de façon générale, était paternaliste. Aujourd'hui, les pays récipiendaires sont beaucoup plus en contrôle de ce qu'ils veulent. Ils font des choix, sont beaucoup plus exigeants aussi sur la valeur ajoutée de ce qu'ils attendent. Et ils demandent des investissements et pas seulement de l'aide. Donc, tranquillement, là, on évolue vers vraiment des relations de partenariat. Et dans notre secteur, à nous, le secteur financier, ça va s'intensifier, ça. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'au début, c'était paternaliste parce qu'il n'y avait pas encore de mouvement coopératif là-bas et vous partiez de zéro pour les établir. Et aujourd'hui, c'est plus partenarial parce qu'il y en a déjà établi puis ils ont besoin des besoins beaucoup plus spécifiques et adaptés à ce qu'ils veulent puis à leur réalité. Oui, on peut dire ça. Et on peut dire ça même de niveau macro. Les relations entre les gouvernements des pays bénéficiaires et des pays donateurs évoluent aussi en maturité puis en termes d'attente. Donc, ils ont un cheminement aussi beaucoup plus vers des partenariats. Est-ce que vous évaluez les répercussions du développement durable dans les pays avec lesquels vous êtes associés? Les bailleurs de fonds évaluent ça souvent. Nous, c'est arrivé qu'on a fait des études d'impact sur certains programmes en particulier, mais les bailleurs de fonds qui font les grands investissements, eux, vont évaluer l'issue du programme, l'impact du programme, et souvent, ils vont avoir recours à des consultants externes. Donc, nos actions sont évaluées par des consultants embauchés par les bailleurs de fonds. Donc, le Canada va engager quelqu'un pour évaluer les répercussions que vous avez faites là-bas? Exact. Parfait. J'aimerais ça beaucoup vous remercier, Mme Yabouré, pour l'entrevue que vous avez accordée. On se sent vraiment honoré. C'est vraiment spécial pour nous d'avoir parlé avec la vice-présidente du développement international Desjardins. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, puis bonne chance dans votre travail. Merci. Au revoir.